Nous sommes venus à Thiès dans le cadre de notre candidature à l'élection présidentielle. À la suite de cette déclaration de candidature, nous avions clairement fait savoir que, préalablement à la diffusion de tout programme, nous irions à la rencontre des Sénégalais pour les écouter. Parce que nous pensons qu'avant d'avoir la prétention d'apporter une solution aux problèmes des Sénégalais, il faut les laisser parler. Parce que très souvent, les Sénégalais connaissent leurs problèmes mieux que nous. Et quelquefois même ont même les réponses à leurs problèmes. Mais encore faut-il les écouter. C'est l'objet de notre démarche. Thiès est la troisième étape, si je peux dire, de cette démarche d'écoute. Après le nord du Sénégal, Saint-Louis, Louga et d'autres localités, nous avons été dans le sud-est et le sud du Sénégal, que nous avons aussi visité pour nous mettre à l'écoute de nos concitoyens. C'est dans cette optique que nous sommes venus à Thiès pour essayer de voir dans la région de Thiès quels sont les problèmes qui se posent avec le plus d'acuité. J'ai oublié de dire que nous avons passé 2 jours, nous venons de passer 2 jours dans la région de Fatick, toujours dans la même démarche. Et donc c'est Thiès, c'est le tour de Thiès de nous recevoir dans ce cadre-là, avec les membres de la cellule communale de Thiès, dirigée par notre ami Ibrahima Seck. Et donc ce matin, nous avons eu à rencontrer 3 groupes. Le premier groupe concerne les chemins de fer de Thiès. Tout le monde sait que quand on dit Thiès, quand on dit chemin de fer, on pense forcément à Thiès. Et donc nous avons pu entendre et discuter avec des syndicalistes des chemins de fer. Nous avons eu aussi l'occasion de rencontrer les policiers radiés de Thiès, parce que ça aussi c'est un autre problème. Et nous devions discuter aussi avec quelqu'un sur les questions de la NSTS de Thiès. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont ces 3 questions qui sont des questions très importantes, très fondamentales, parce que le démantèlement, si je peux dire, des chemins de fer constitue peut-être une des fautes de gouvernance les plus graves que notre pays ait connues. C'est une aberration économique. Et nous avons voulu entendre des syndicalistes, même si nous avons une petite idée, sur la question. Parce que ça va être un axe crucial, extrêmement important de notre programme. Parce que quand on entend les syndicalistes, on peut être tenté de limiter la question à la dimension syndicale. Ça va bien au-delà de ça. Bien au-delà de ça, parce que quand on parle de chemin de fer, c'est aménagement du territoire, c'est rôle du chemin de fer dans le développement, c'est beaucoup de dimensions que nous voulons prendre en compte. Sur la deuxième question concernant les policiers radiés de Thiès, j'ai dit que ça, à les entendre, on a la confirmation de 2 questions. La confirmation de la prégnance de la pauvreté dans notre pays. Partout où on est allé, on a rencontré cette question. Évidemment, quand les policiers radiés nous ont parlé de leur situation, ça ne fait que le conforter. Parce que quand on vous dit le montant qu'ils reçoivent à titre de pension, c'est évident que ça pose de manière sous-jacente la question de la pauvreté. La deuxième question, la deuxième dimension résultant de l'exposé des policiers radiés, c'est que ça recoupe un élément fondamental de notre vision sur la question de l'éthique et de la solidarité sociale. Pour nous, c'est une question importante. Dans un État, tout le monde ne peut pas se prendre en charge. Il y a une part de la solidarité sociale, il y a une solidarité sociale qui doit s'exprimer au service de nos concitoyens. Donc, éthique et solidarité sociale. Et aussi un autre problème, la question générale des retraités, parce que c'est une question qui se pose aussi dans notre pays. Les pensions de retraite ne permettent pas effectivement de couvrir un minimum de besoins des retraités. Nous ne voulons pas faire de démagogie sur cette question, parce que c'est très facile de dire dans notre programme on va augmenter les pensions. Il faut dire des choses qu'on maîtrise et qu'on peut correctement assumer. Et nous, dans notre philosophie politique, nous ne faisons pas de démagogie, nous n'essayons pas de tromper les gens, nous ne racontons pas d'histoire. Nous ne disons pas ce que nous ne sommes pas sûrs de pouvoir faire. Donc dans cette démarche-là, nous sommes à l'écoute, nous avons bien entendu les attentes de nos parents, de nos concitoyens qui sont les policiers radiés, qui recoupent les préoccupations plus généralement des retraités du Sénégal et qui confortent la question fondamentale de la prégnance de la pauvreté dans notre pays. Donc nous sommes très attentifs et nous avons demandé à nos concitoyens policiers radiés de nous documenter davantage sur la question pour que nous ayons une meilleure maîtrise de ce sujet et que si on doit le prendre en compte, qu'on le prenne en compte dans des conditions compatibles avec la situation de l'ensemble des composantes
de notre fonction publique qui sont dans la même situation que si ça existe, ou en tout cas la solidarité s'exprimera sur cette question. Voilà ce que je voulais dire à titre d'introduction. Maintenant, là, un petit point avant de vous laisser la parole, c'est que nous avons, pour aller plus loin, notamment sur la question du rail, nous allons organiser un atelier à Thiès, mettant en présence plusieurs composantes. Les experts, parce que la question du rail, ce n'est pas seulement une question qui concerne les cheminots, ça concerne des experts dans beaucoup de domaines. Sur la question globale du transport, parce que la mobilité sur notre territoire est une question qui touche le rail. Donc, les experts en question de mobilité, les experts en question d'aménagement du territoire, les experts en question de développement, parce que la question du rail est liée forcément à la question du développement. Donc, nous allons tenir un atelier avec les experts, avec les acteurs, évidemment, toutes les composantes des chemins de fer, les travailleurs et d'autres personnes qui ont travaillé dans les chemins de fer, et aussi la société civile, parce qu'il faut parler aux utilisateurs. Parce que nous, les citoyens sénégalais, la question du développement du chemin de fer n'est pas là seulement la question des spécialistes. Les citoyens, dans leurs déplacements sont concernés. La question aussi quand je dis aménagement du territoire, c'est fondamental. Parce que beaucoup de villes de ce pays ont disparu, enfin on n'en entend pratiquement plus parler depuis que les chemins de fer ont disparu. Il y avait des villes qui n'existaient que par le chemin de fer. Quand on entend Nguinguindéo, Gossas, etc., c'était des villes qui n'existaient que par ça. Donc toutes ces composantes, nous allons les mettre en présence dans des discussions croisées pour recueillir le maximum d'informations sur cette question. Parce que comme je l'ai dit, nous avons une énorme ambition pour le chemin de fer. Pour nous, ce n'est pas seulement une question de relance du secteur, de créer les conditions pour permettre de dégager les ressources nécessaires, pour permettre à ceux qui sont actuellement dans les chemins de fer de pouvoir être rémunérés. Ça va bien au-delà de ça. C'est pour ça que nous voulons mettre en présence les experts, les acteurs, les utilisateurs, les spécialistes d'aménagement du territoire pour tirer le maximum possible de la réhabilitation du chemin de fer. Donc voilà l'objet de l'atelier qu'on tiendra dans les meilleurs délais à Thiès pour nourrir notre programme des conclusions que cet atelier qui sortiront de cet atelier-là. Vous savez, c'est très simple. Nous sommes ici avec des doyens, des retraités qui, comme moi, certainement, ont fait l'école publique. Je donne juste une anecdote. Dans notre école publique à la rue Kléber, nous partagions l'école avec Philippe Senghor, fils de Léopold Sédar Senghor. C'est significatif. Ça veut dire qu'à cette époque, le fils du président de la République, il était à l'école publique. Le fils des principaux membres du gouvernement était à l'école publique. L'école publique a été cassée. Notre ambition fondamentale, c'est la réhabilitation de l'école publique. À notre époque, vous étiez peut-être encore jeune, ou certains d'entre vous n'étaient pas encore nés, quand quelqu'un était à l'école privée, c'est parce que c'était un nulard et qu'on l'avait renvoyé de l'école publique. On le pointait du doigt en disant que celui-là, il fallait à l'école. Maintenant, c'est l'inverse. Maintenant, tous les Sénégalais qui ont des ressources vont envoyer leurs enfants à l'école privée. Et on a abandonné l'école publique. Et les responsables de cet abandon s'en fichent parce que eux, leurs fils ne vont pas à l'école publique. Nous refusons ça. Ceux qui ont les ressources pour envoyer leurs enfants à l'école privée, c'est leur problème, ils ont le droit. Mais l'accès à la bonne éducation ne doit pas dépendre de la richesse des parents. C'est une question d'équité sociale, de démocratie, et même de république, parce que c'est ça la République. La République doit offrir les chances égales à tout le monde. Quand le bon Dieu donne des connaissances à un enfant, il ne vérifie pas si ses parents sont fortunés ou pas. On a peut-être des Einstein qui sont dans des familles pauvres. S'il n'y a pas un État qui met en place une bonne école publique pour permettre que ces talents soient dénichés, mais c'est le pays qui perd, je ne parle même pas des familles. C'est pour ça que notre grosse ambition, c'est de réhabiliter l'école publique. L'autre importance de la réhabilitation de l'école publique, c'est que l'école publique était le pont entre la société des nantis et la société de ceux qui ne sont pas nantis. Par l'école publique, des personnes qui étaient issues de familles pauvres avaient une chance de se réaliser et de passer de l'autre côté et de tirer leur famille
d'être un élément d'émulation, parce que dans leur quartier pauvre, les gens vont dire « il a réussi ». C'est ça qui est capital dans l'école publique. Et l'école publique doit être le creuset dans lequel on façonne le citoyen sénégalais. Les valeurs républicaines, la voie la plus habilitée pour passer les valeurs républicaines, c'est l'école publique. S'il n'y a pas d'école publique, par où on va passer les valeurs républicaines? Donc c'est pour ça qu'il est capital pour nous, c'est fondamental qu'on ait une école publique réhabilitée, qui retourne à sa place. C'est pour ça que nous mettons un accent extrêmement important sur cette école publique. Nous n'avons pas les réponses là. Maintenant, nous exprimons une vision et une volonté politique forte. Maintenant, d'un point de vue concret, il appartiendra, en tout cas, si les Sénégalais nous font confiance, ce sera un axe prioritaire, la réhabilitation de l'école publique. Les gens vont nous dire, oui, mais on dépasse déjà 40%. Mais ce n'est pas une réponse. Parce que la question, la dépense, le taux de la dépense n'est pas une fin en soi. C'est quel résultat? Le résultat aujourd'hui, il est là, sous nos yeux. Donc ça veut dire qu'on a mal dépensé. Donc les ressources sont peut-être suffisantes, mais elles sont mal dépensées. Nous allons nous atteler, nous, si les Sénégalais nous font confiance, à bien dépenser pour que l'école publique retrouve sa place. Et par rapport à la corruption? Je vais vous dire une chose, je ne parle même pas que de l'école publique, je parle de la corruption en général. Pour nous, corruption, c'est tolérance zéro. Nous allons éradiquer la corruption dans ce pays, si les Sénégalais nous font confiance. Je vous dis quelque chose de très fort. Et vous pouvez me croire parce que nous avons, nous, créé ici le Forum civil, section sénégalaise de Transparency International, pour lutter contre la corruption. Pour nous, la corruption, c'est tolérance zéro. Aucun des gouvernements qui sont passés, aucun gouvernement n'a véritablement lutté contre la corruption. J'irai même plus loin, ils n'y croient pas. Parce que le système actuellement est fondé sur la corruption. La corruption politique, la corruption économique. Je vais vous donner un exemple. Que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, quand vous allez dans l'administration ou vos parents, quelle est la question rituelle? Aujourd'hui, pour accéder à vos droits dans l'administration, soit on vous pistonne ou vous payez. C'est inacceptable. On ne peut pas développer ce pays sans éradiquer la corruption. Et pour nous, c'est un engagement capital. Je le dis très clairement, nous, c'est corruption, tolérance zéro. Et le pendant de ça, c'est le culte du mérite. Ça veut dire que quand les citoyens sénégalais pourront accéder à leurs droits devant une administration républicaine, je le disais dans une interview hier, notre administration n'est pas une administration totalement au service des citoyens et une administration républicaine. L'administration doit être au service des citoyens. Nous allons travailler pour que l'administration soit au service des citoyens et pour qu'on éradique non seulement la corruption, parce que ça, souvent, on parle de corruption, on ignore une autre dimension, c'est la concussion. Parce que la concussion, c'est lorsqu'un fonctionnaire, la corruption, c'est lorsqu'un usager vient, propose de l'argent pour accéder à un service. La concussion, c'est lorsque le fonctionnaire vous fait comprendre que si vous ne payez pas, vous n'accédez pas au service. Et vous oblige à payer. Ça, nous allons éradiquer aussi la concussion. Et je dis quelque chose de très clair. Si les citoyens nous font confiance, ça c'est tolérance zéro. À tous les niveaux. Mais absolument, absolument. Nous pensons, vous savez, il y a des biens matériels et des biens immatériels. Dans le cas des chemins de fer, nous avons un capital immatériel extraordinaire, parce que c'est une culture de chemin de fer, c'est une tradition de chemin de fer. Donc à partir de là, on peut tout construire. Vous savez, le matériel, ce n'est rien. C'est des équipements, c'est de l'expertise. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la base, c'est la culture, c'est ce patrimoine immatériel qui gît ici à Thiès. C'est sur ça qu'il est possible de construire. Quand vous avez ça, le reste, c'est facile. Parce que qu'est-ce qui reste? C'est de l'expertise, on l'achète. C'est du matériel, mais on l'achète. Donc c'est absolument pas insurmontable. Nous sommes extrêmement optimistes. Et vous savez pourquoi nous avons cette volonté? C'est parce que nous pensons que le rail est un levier important de développement. Il ne s'agit pas seulement de réhabiliter le rail pour donner du travail à quelques cheminots à Thiès. Nous avons plus d'ambition que ça. Le rail participe aussi à l'aménagement du territoire. Le rail participe au développement. Donc c'est pour ça que pour nous, c'est tout à fait possible. NSTS, je ne parle pas de NSTS spécifiquement.
c'est la réhabilitation du tissu industriel de notre pays, la construction de chaînes de valeur. Je vous le dis aussi, peut-être que vous êtes trop jeune pour le savoir. Pas vous, d'autres. Je ne veux pas dire que vous êtes vieux, mais je parle des autres. Est-ce que vous savez que le Sénégal avait des industries qui transformaient le coton produit au Sénégal? Est-ce que vous savez que le Sénégal exportait des habits aux États-Unis à partir de Dakar? Mais tout ce système a été cassé avec la politique de restructuration imposée par le bailleur de fonds. Nous avons l'ambition de réhabiliter l'industrie nationale en faisant valoir la transformation de nos produits locaux. C'est quand même pas extraordinaire. Je produis localement. Pourquoi mon produit brut, je l'exporte pour que les gens le transforment et me le revendent? On achète du jus de mangue qui vient d'Arabie Saoudite. Vous vous rendez compte? Des pays qui ne savent même pas, qui n'ont jamais vu un manguier. Et c'est eux qui nous vendent du jus de mangue. Quand on vous dit que dans la région d'Ziguinchor, c'est 10% de la production qui est utilisée. Il n'y a pas une industrie de transformation de fruits et légumes à Ziguinchor qui est notre grenier naturel. C'est une chose basique. Donc il est possible de reconstruire le tissu industriel, de créer des chaînes de valeur, d'arrêter d'exporter nos produits bruts, de les transformer. L'intérêt de la transformation, c'est que ça crée de la valeur ajoutée, ça crée des emplois. Il y a un problème d'emploi dans le pays. Ça crée une économie locale. Encore une fois, il faut une économie locale. On ne peut pas avoir toutes nos industries à Dakar, ou encore on nous dit maintenant à Diamniadio. Partout au Sénégal où il y a des communautés, il est possible de construire une économie locale. Nous avons un formidable dynamisme incarné par les femmes. Elles sont partout dans des comment ils s'appellent encore? Des groupements féminins. On en a rencontré partout sur le territoire national. C'est un levier extraordinaire de dynamisme qui peut permettre de construire une économie locale, de transformation. Donc voilà pourquoi nous sommes extrêmement optimistes. Je vais même très loin. Nous avons la prétention de construire le miracle sénégalais. Je vais vous surprendre. Des gens vous disent, il est fou. Non, je ne suis pas fou. Nous allons construire le miracle sénégalais. Parce que nous avons le potentiel dans ce pays. Nous avons les ressources humaines. Nous avons le potentiel. Il manque la volonté politique. Et nous avons cette volonté politique. Il manque l'éthique politique. Et nous avons cette éthique. Il manque l'intégrité. Il manque le culte du travail et du mérite. Au Sénégal, il y a un potentiel formidable. Mais qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez vous faire promouvoir, vous allez prendre la carte du parti. On ne favorise pas le mérite. Nous allons développer le culte du mérite, à commencer par l'administration. Parce que quand on va généraliser, si les Sénégalais nous font confiance, la règle du recrutement sur la base des appels à candidature, seuls les méritants occuperont les postes de responsabilité. On ne vous évaluera pas en fonction de vos résultats politiques comme ça se fait actuellement. Je ne vais rien vous apprendre. Il y a un monsieur qui est à la tête du coude, qui a été épinglé par plusieurs rapports. Il est encore à sa place parce que c'est le militant du président de la République. Avec nous, si les Sénégalais nous font confiance, ça se sera terminé. Ce sont les Sénégalais méritants qui occuperont les postes de responsabilité. Pour répondre à la première question, c'est que j'assume mes responsabilités. Avant que le chef de l'État n'invite à cette concertation, j'avais plaidé pour un consensus sur le pétrole et le gaz. Le président appelle à une concertation, c'est de manière tout à fait logique que j'ai répondu à cette invitation parce que je suis un adepte du consensus. Il y a des questions d'intérêt national sur lesquelles on doit construire un consensus national. C'est pour ça que j'ai répondu et j'assume mes responsabilités. D'autres n'ont pas répondu, mais chacun assume ses responsabilités, je ne vais pas les juger. Maintenant, sur la question du Prodac, Sénégal, c'est surprenant. On se réveille, on fait comme si c'est nouveau. Mais les questions de malgouvernance, mais on les voit partout. Ce n'est qu'une manifestation de plus des questions de malgouvernance. Mais qu'est-ce qui va régler le problème? Ce n'est pas changer Jean par Paul. C'est un système qu'il faut changer. Tant qu'on ne changera pas le système, des Prodac vont se reproduire. Nous préconisons un changement de système. Nous préconisons une nouvelle république, justement pour dépasser ces situations. C'est à cause du clientélisme politique que ces situations comme ça sont possibles. Donc nous n'allons pas perdre notre temps à prendre cas par cas, parce que nous pensons que c'est une question de système. C'est pour ça que nous invitons les Sénégalais à ne pas se focaliser sur des cas par cas,
Depuis 1960, c'est à chaque fois une répétition. Pendant les 12 ans du régime de Wade, c'était la même chose. On espérait qu'avec le régime de Macky Sall, ça s'arrêterait, ça continue. Donc nous devons être convaincus que donc, ce n'est pas une question de personne, c'est une question de système. Changeons de système. Confions ce pays à des citoyens qui sont imbus du culte de l'intérêt général. C'est ça la solution. Ce n'est pas faire des débats sur le Prodac X ou Y. Nous, on a dépassé ce stade. Les gens sont tués à gauche et à droite, à l'intérieur du pays. Même les Sénégalais de l'étranger ne sont pas à l'abri. Quelle analyse faites-vous de cette situation? Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que la peine de mort va pouvoir être bien prise? Vous savez, le problème de la sécurité, si vous regardez notre vision, c'est avec une bonne place. Parce que nous estimons qu'il y a des besoins incompressibles. Il y a une comment dirais-je encore, un État qui n'est pas capable de satisfaire ces besoins incompressibles que je vais citer, n'est pas digne de son rôle. C'est la santé, l'éducation, la sécurité et l'accès à l'emploi. C'est dans notre vision. Pour vous dire que c'est une question qui nous préoccupe au plus haut point. Maintenant, je ne veux pas être simpliste. Je parle en face des spécialistes de sécurité. Par coïncidence, ils sont présents parmi nous, nos concitoyens et les policiers radiés. C'est des questions complexes. Il ne faut pas là, autour d'une table, dire ça, nous on a la solution. Non. Il faut une volonté politique forte. Il faut consacrer des ressources appropriées à la question de la sécurité. Mais il faut tenir compte d'une dimension qui est aussi capitale, parce que l'insécurité est produite par une situation sociale aussi. Il y a la dimension de prévention, parce que dans une question comme ça, il y a la dimension de prévention et la dimension de répression. Dans la dimension de prévention, il y a la dimension éducation. L'éducation n'est pas la seule responsabilité de l'État. Ça pose la question de l'éducation dans les familles. Parce qu'à l'époque, quand papa était parti le matin travailler, maman est restée à la maison s'occuper des enfants. Aujourd'hui, papa et maman vont travailler par nécessité. Les enfants sont dans une situation où ils sont poreux à beaucoup d'influences. Avant, c'était des influences directes. Maintenant, c'est des influences plus pernicieuses, plus vicieuses. Votre enfant est face à la télévision sur un bouquet. Quand vous rentrez à la maison, vous ne savez même pas ce qu'il a dans la tête. Les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est les dimensions qui comptent, qu'il faut prendre en compte. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre système éducatif, on a pris en compte cette dimension? Est-ce que les parents, en rentrant à la maison, essaient de discuter avec leurs enfants pour voir est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées dans la tête de l'enfant? Je ne les critique pas, parce que c'est des situations difficiles. Quelquefois, on rentre à la maison, on a beaucoup de soucis. Madame est fatiguée, monsieur est fatigué. Bon, on fait le nécessaire pour reprendre le travail le lendemain. Donc, il y a la dimension prévention qui est liée à l'éducation dans les familles. L'éducation à l'école, c'est une autre dimension qui compte. La question aussi de la pauvreté. Parce que quand les gens sont dans cette situation sociale, c'est aussi une dimension. Donc, il faut prendre en charge l'ensemble de ces dimensions. Et la question, effectivement, la répression. Il faut donner aux forces de répression les outils appropriés pour prendre en charge correctement cette dimension. Allez dans les commissariats de police. Et c'est une honte. C'est indigne d'un État. Parce que c'est la police qui incarne l'autorité de l'État. En aménageant les commissariats de police dans de bonnes conditions, quand le citoyen entre, il a du respect pour l'institution de sécurité. Vous donnez des outils. Quand vous allez à une police qui vous dit « je veux bien, mais je n'ai pas de véhicule », nous n'avons pas d'essence. Ça veut dire que l'État ne prend pas cette question au sérieux. Donc, pour donner une réponse à ça, c'est une démarche multidimensionnelle qu'il faut mettre en œuvre. C'est pour ça que je suis incapable, là où je suis assis, de vous dire « j'ai la solution ». Mais nous avons la volonté forte de prendre en charge cette question. C'est pour ça que ça ressort clairement de notre vision. Vous mettez un peu l'accent sur la pauvreté dans ce pays. Et pourtant, on parle d'un taux de croissance de 4%. Permettez-moi de rigoler. Vous savez, je vais vous donner juste un exemple pour que vous compreniez. Bon, voilà. Vous avez vous-même répondu en réalité. Vous dites qu'il y a la croissance. Le ministre des Finances, chaque fois, nous dit qu'on a 7%. Donc là, l'économie va très bien. Et vous-même, nous tous nous constatons la pauvreté, c'est qu'il y a un problème. On constate qu'il y a un paradoxe. Parce que l'État nous dit que tout va bien du point de vue économique. Il faut faire la part des choses en deux choses. Ce qu'on appelle les agrégats macroéconomiques. Pour le taux de croissance, taux d'inflation, déficit budgétaire, et puis il y a un autre agrégat. Ça, c'est une chose, c'est ce qui intéresse les bailleurs de fonds. Dans leur bureau à Washington, ils ont besoin de ça pour voir est-ce que le pays va bien, mais en fonction de leurs propres critères. La question qui se pose, c'est que l'économie
les agrégats, le bon résultat en termes d'agrégats macroéconomiques ne constitue pas une fin en soi. Pour nous, l'économie, c'est comment vivent les Sénégalais. La finalité de l'économie, c'est de satisfaire des besoins. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas de la théorie. Et manifestement, notre économie ne le fait pas. Et vous savez qu'est-ce qui le consacre? Et je vais terminer par ça pour vous donner une dimension claire. Vous avez le taux de croissance qui intéresse beaucoup les institutions de Bretton Woods, FMI, Banque mondiale, etc. Il y a une autre institution des Nations Unies qui s'appelle le PNUD, qui calcule l'indice de développement humain. L'indice de développement humain est un indice composite qui prend en charge l'éducation, la santé, le niveau de vie. Quand vous prenez le taux de croissance, notre taux de croissance monte jusqu'à 7%. Vous prenez l'indice de développement humain concernant le Sénégal, il descend. Est-ce que vous voyez? Donc, et le PNUD l'a fait pour montrer qu'effectivement, croissance ne veut pas dire développement. Et en plus, quand on parle d'un taux de croissance, il faut analyser le taux de croissance. Affinez votre analyse. Ça veut dire quoi? Quelle est la composition de la croissance? Ici, notre croissance est essentiellement produite par des entreprises étrangères. Donc, quand le produit arrive, les actionnaires majoritaires reçoivent les dividendes, la majorité des dividendes. Ils renvoient ça chez eux. Donc, la croissance ne reste pas ici. Donc, ne vous fiez pas à ces chiffres. Regardez, vous êtes journaliste, ce qui compte, c'est qu'est-ce que vivent au quotidien les citoyens sénégalais. Tout le monde est d'accord, c'est la pauvreté. Donc, la conclusion, c'est que croissance ne veut pas dire développement. Vous êtes prêt à faire du Wolof Je ne partage évidemment pas votre conclusion. Parce que si vous dites que vous jouez le jeu du système, moi je ne suis pas dans le système. Vous n'allez pas réduire le système à une question d'enjeux électoraux. Le processus électoral est une dimension importante. Nous nous sommes battus autant qu'on peut. Maintenant, il n'y a que deux manières de se battre. C'est de faire un plaidoyer. Il y a deux manières de se battre. Une manière démocratique, c'est de faire le plaidoyer. C'est de se positionner comme nous l'avons fait, nous, quand ils ont proposé le référendum, en créant une coalition pour le non, en faisant campagne pour le non. C'est de se battre sur le terrain sur ces questions-là. La dernière fois, sur le parrainage, on était dans la rue. Quand Macky Sall a verrouillé la capitale pour empêcher la manifestation. C'est ça la démocratie. Sinon, qu'est-ce que vous voulez? On ne va pas entrer en guérilla. On ne va pas entrer dans la violence. Au-delà de ça, il n'y a que la violence. Et nous ne sommes pas on ne veut pas promouvoir la violence. Nous nous battons avec les moyens légaux, les moyens que la loi donne. C'est ce que nous avons fait jusqu'ici. Nous ne cautionnons pas le système. Absolument pas, nous ne jouons pas le système. Si je voulais... Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais là? Moi, je ne suis pas politicien de métier, moi je suis avocat. C'est mon métier. Si je décide de m'engager, c'est parce que justement je veux me battre contre ce système. Et c'est parce que je veux me battre contre ce système que nous étions aussi membres fondateurs du M23. Avec ceux qui sont dans le système aujourd'hui. C'est ceux qui étaient avec nous, qui se battaient pour tes principes, qui ont trahi ces principes aujourd'hui. Donc c'est à eux qu'il faut s'adresser, pas à nous. Nous, nous sommes fidèles aux principes. Le 23 juin vient de passer. L'esprit a été trahi. Parce que ceux qui sont dans le système aujourd'hui étaient à côté de nous au 23 juin. Mais qu'est-ce que vous voulez quand des gens qui prennent des engagements et une fois au pouvoir trahissent l'esprit de ces engagements? C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de leur faire face politiquement, en étant candidats. Donc voilà, mais nous ne jouons certainement pas le jeu du système. Vous avez parlé d'une question fondamentale sur l'éducation. La formation est capitale. Et si vous faites le benchmarking, il y a des exemples très illustratifs. Par exemple, en Suisse, ils le réussissent de manière fantastique. Nous pensons qu'effectivement, vous savez, en 2007, une fois j'étais à l'université, vous savez ce que j'ai dit aux étudiants? Je leur ai dit, vous n'êtes pas dans une université, vous êtes dans une garderie d'adultes. On vous met juste là pour que vous n'embêtiez pas les gens. Mais tout le monde sait que ça ne marche pas. On produit des gens, on leur donne des diplômes en sachant pertinemment qu'ils n'auront pas d'emploi avec ces diplômes-là. Et tout le monde n'est pas fait pour faire des études universitaires. Il y a des gens qui ont un savoir-faire technique. Pourquoi les mettre à l'université pour qu'ils aient un diplôme de master en lettres, master en ceci? Créons des filières, créons des passerelles où à partir de la troisième, les gens puissent aller faire une formation professionnelle qualifiante, mais calibrée en fonction des besoins. C'est-à-dire la personne se retrouve un emploi. Et même créer des passerelles permettant à un jeune qui a quitté l'école, la formation générale,
en 3e ou au bac, qui a appris un métier, de revenir encore à l'école pour progresser, devenir par exemple ingénieur, comme ça existe dans d'autres pays. Donc nous sommes totalement convaincus du fait qu'il faut effectivement mieux former. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, à chaque fois on dit on met 40%. Mais le résultat c'est qu'on dépense mal, parce que le produit qui sort ne répond pas aux besoins du marché. Certains le disent, je ne suis pas spécialiste, je pense que c'est une dimension qu'il faut prendre en considération, mais je ne peux pas me permettre de vous donner une réponse définitive sur la question.